programme aujourd'hui une petite balade le long de l'Orbe. Donc pour ce qui est des informations pratiques, vous verrez c'est un chemin qui est facile, c'est tout plat. On a des petits moments où on est dans la forêt, où il y a un peu des cailloux au sol, mais ça reste tout à fait praticable. Et l'idée c'est qu'on remonte le cours de l'Orbe jusqu'aux grottes de Valorbe, et puis on va s'arrêter à différents endroits sur des anciens sites de l'industrie du fer. On va retrouver des traces, on va retrouver différentes choses qui nous raconteront un petit peu ce passé. Et donc c'est une balade qui dure environ 2 heures. Et ensuite on fera un petit arrêt au restaurant de la Source pour ceux qui veulent boire quelque chose, aller aux toilettes, etc. Et puis là-bas on aura des voitures qui pourront nous ramener jusqu'ici au centre. Ou alors pour ceux qui préfèrent aussi finir la promenade à pied, ça c'est chacun qui voit. Alors on commence la promenade ici, donc aux grandes forges, ou anciennement les forges de la ville. Donc le bâtiment que vous voyez là, c'est parti d'un complexe industriel qui a été construit en 1495. Ça fait plus de 500 ans qu'on travaille le fer ici aux grandes forges. Et le canal usinier qu'on a là a été construit à cette époque-là justement pour pouvoir utiliser la force de l'eau pour actionner les machines de forge. Donc en fait ici le fil rouge de la balade, le fil rouge de l'industrie du fer aussi à Valorbe, c'est vraiment l'Orbe, c'est la rivière, puisque la plupart de ces usines se sont construites au fil de l'eau, parce qu'on utilisait l'énergie hydraulique pour faire fonctionner les machines. Alors, vous verrez, on va s'arrêter à plusieurs endroits au fil de l'eau, et puis l'eau, donc c'est une des choses principales pour travailler le fer. Il y en a 2 autres qui sont bien sûr le minerai de fer, donc là où on trouve le fer, et puis le bois, donc le bois qu'on va transformer ensuite en charbon de bois pour pouvoir forger, mais aussi pour pouvoir fabriquer le fer. Donc je vous donne quelques petits termes qu'on va retrouver par la suite, quelques termes techniques. Donc pour fabriquer le fer, on a 2 moyens principaux. On a ce qu'on appelle une verrière ou un bas fourneau. C'est une sorte de four à pizza, de gros four à pizza, dans lequel on va mettre des couches de charbon et des couches de minerai qu'on va superposer. On va mettre le feu à tout ça. Et puis à l'intérieur, on va avoir une réaction chimique qui va se produire, qui va faire qui va libérer du CO, du monoxyde de carbone. Et puis ce monoxyde de carbone, pour se stabiliser, il va chercher une deuxième molécule d'oxygène. Il faut s'imaginer qu'ici c'était vraiment une île à un moment donné. Donc on a un bras de l'Orbe qui partait d'un petit peu plus loin, traversait ici la place, et puis qui descendait où on a le stop, juste là-bas, et qui rejoignait la rivière un peu plus loin. Alors ici on était vraiment sur une île, et puis on avait une forge qui était juste à l'angle du casino ici, qui s'appelait la forge sous les moulins. C'était une des nombreuses petites forges qui ont été créées à Valorbe, notamment au XVIIe et XVIIIe siècle. On a une cinquantaine de petites forges qui se créent, souvent au fil de l'eau, et puis c'est souvent des forges qui sont dépendantes de plus grands sites. Alors par exemple celle-ci, elle était dépendante des forges de la ville, et ils avaient l'interdiction de travailler tant qu'on ne travaillait pas aux forges de la ville. Sinon, ils ont essayé de le faire une fois en pleine nuit, et ils ont été dénoncés, et puis amendés pour concurrence déloyale. Alors il y avait toute une hiérarchie parmi les forges, et puis certains ne pouvaient travailler qu'à certaines heures. On se rend bien compte aussi qu'il y a, lorsqu'on utilise l'eau comme énergie, eh bien si on utilise l'eau à certains endroits, ça veut dire qu'en bas on a moins d'eau. Donc c'est clair qu'il y a toujours des interactions entre ces forges, et c'était un des gros sujets de tension entre les forgerons, c'était l'eau. Savoir justement où est-ce qu'on pouvait mettre le trou, où est-ce qu'on pouvait stocker un petit peu d'eau en cas de sécheresse pour que ça continue à couler, sans déranger ceux du dessous ou ceux du dessus. C'est encore une problématique à laquelle on est confronté au musée aujourd'hui, puisqu'on a on a une usine hydroélectrique en dessus, une en dessous, et donc évidemment lorsqu'on turbine, eh bien, le niveau de l'eau varie. Et c'est clair que pour nos roues, si on a trop d'eau, elles ne tournent pas, et si on n'en a pas assez, elles ne tournent pas non plus. Période de l'industrie du fer à Valorbe. Vous voyez qu'on a ces lettres R et V dorées dessus. RV, c'était la marque de Reverchon Valotin.
une entreprise qui était installée aux Etterpas. Je ne sais pas si... donc les Etterpas c'était un petit peu plus loin sur l'Orbe, un petit peu plus en aval. C'était une usine qui était très importante. Une usine qui a été créée en 1675. Et on a la première création de l'usine sur place, c'est un certain Abraham Hamel le Jeune et d'Étienne Favre. Étienne Favre, c'était un industriel valorbier très important. Et puis les deux, ils avaient hérité en fait de l'ancienne ferrière du Châtelard. Donc, la ferrière du Châtelard, elle était installée sous le viaduc. Je ne sais pas si vous voyez où est situé le viaduc. Donc là en dessous, on avait une usine vraiment aussi au fil de l'eau. Et puis, souhaitant se rapprocher de Valorbe, ils ont utilisé les droits, parce que pour exploiter une usine au fil de l'eau, il faut avoir des droits d'eau. Ça veut dire qu'on doit demander aux autorités le droit d'utiliser l'eau. Donc eux, comme ils avaient hérité de cette usine qui était ruinée, ils ont utilisé les droits d'eau et ils se sont dit, ben tiens, on va demander si on peut changer ces droits d'endroit. Donc ils sont remontés et ils ont demandé au canton s'ils pouvaient le faire, c'était pas le canton d'ailleurs à l'époque, hein, s'ils pouvaient le faire aux Etterpas. Donc ils ont reconstruit une usine là-bas, une ferrière, et puis ils ont notamment construit également 2 martinets. Donc les martinets c'est des marteaux mécaniques qui marchent grâce à une roue à aube. Et puis il y avait aussi deux postes de maréchalerie pour des maréchaux ferrants. Ah ouais? C'était une usine, une affinerie qui a été créée en 1689, donc ça fait déjà un petit bail. Hein. C'était un industriel valorbier du nom de Moïse Favre qui a construit l'usine ici. Et au fait, à l'origine, cet industriel, donc Moïse Favre, il avait acheté une affinerie beaucoup plus loin, la plus éloignée de Valorbe, qu'on appelle l'affinerie de Fugillon. On va y passer tout à l'heure. Et puis, il a décidé que c'était trop loin. Donc il achète cette usine là-bas, il se rend compte qu'il est trop loin du village, il a peur d'un éventuel incendie. Et du coup, il demande, comme l'avaient fait nos deux amis qui avaient la ferrière du Châtelard, il demande à transférer l'hébergement, à transférer ses droits d'eau pour pouvoir les mettre ici. Ce qui est accepté. Et donc à ce moment-là, il construit une usine qui comprend 2 affineries, donc deux usines où on transforme la fonte en acier. Également, on a aussi dans l'usine un bocard, donc c'est un pilon hydraulique. Il faut imaginer une sorte c'est plusieurs troncs d'arbres comme ça qui sont actionnés et puis on fait lever les troncs par un système hydraulique et puis les troncs ils tombent et ils viennent casser ce qui se trouve en dessous d'eux. Alors justement, c'est ce qu'on va voir, mais on voit que l'aspect ça c'est scorie de ferrière, ouais, et ça c'est de haut fourneau, enfin de bas fourneau et de haut fourneau. Voilà, alors on s'arrête ici parce que on a tout au long de l'Orbe, on retrouve énormément de scories. Alors, je vous demanderai s'il vous plaît, dans la mesure du possible, de les laisser sur place. Parce que c'est vrai le but de ces promenades, c'est pas non plus de ramasser toutes les scories qui restent pour en faire la collection. C'est plutôt de sensibiliser tout le monde au patrimoine qu'on a ici à Valorbe, à ces traces, et puis qu'on puisse les garder pour les suivants. Je vous montre juste 2 exemples différents de scories qu'on a ici. Donc en fait les scories, c'est lorsqu'on a une ferrière, donc un bas fourneau ou un haut fourneau, une fois qu'on a fait la réduction, donc que le fer est sorti, si on veut, du four, la loupe de fer a été sortie du four, eh bien on a du déchet. Et puis le déchet, en fait, c'est la roche, ce qu'il y avait donc la partie rocheuse du minerai qui s'est amalgamée et qui fait ce qu'on appelle des scories. Alors les ferrières, les bas fourneaux, comme on monte à une température qui est moins haute, les scories, elles ressemblent à ça. Et là-dedans, on retrouve encore beaucoup de fer. Parce que du fait qu'on monte à une température qui est pas très très élevée, donc seulement entre 900 et 1300 degrés, eh ben, on a encore beaucoup de fer à l'intérieur. Ensuite, avec le haut fourneau,
on fabrique presque de la lave, donc tout devient liquide et la roche elle se vitrifie, elle devient presque comme du verre. Donc ça vous pouvez vous les passer, hein. Ah ben là tu as un bon exemple de haut fourneau. Tu peux aussi le faire circuler. Donc là la première, celle qui circule de ce côté, c'est une scorie de haut fourneau, et celle qui circule de l'autre côté, c'est une scorie de ferrière. Donc elle devient presque comme du verre, ça peut être coupant, hein, suivant comment. Et donc on voit que ça c'est typiquement des traces des hauts fourneaux et ferrières qu'on a plus haut. C'est des déchets. C'est des déchets, ouais. C'est des déchets. Donc une fois qu'on a eu notre réduction, on va sortir les déchets, puis on les met, on fait une sorte de tas de déchets qu'on appelle un crassier, et puis on met toutes les scories à cet endroit-là. Et donc là on a clairement, on en a plein par terre, hein. C'est vraiment plein de scories. À cet endroit-là même, on fabriquait pas de fer, donc c'est vraiment des restes de ce qui était plus haut. Et on arrive à l'endroit qu'on appelle le vivier, et qui était aussi un endroit très important dans l'industrie du fer Valorbière. Et donc juste ici, derrière les troncs, on a encore le crassier de l'ancien haut fourneau. Donc on a vraiment une sorte d'amas de scories de haut fourneau. Mais il est souvent inondé, et puis là typiquement on a beaucoup d'eau dessus. Donc on va pas pouvoir le voir. Donc ici on arrive sur, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'ancien site du vivier. Donc on a encore une maison, hein, juste là au-dessus, où on a retrouvé les propriétaires, quand ils ont récupéré la maison, ils ont retrouvé une clouterie. Et puis ce site du vivier, c'est le deuxième plus ancien site Valorbier. Donc il a été construit en 1487 par un certain Christin Bressam. Et puis ce Christin Bressam, donc il a construit ici une ferrière. Il n'utilisait pas l'orbe, mais il utilisait le petit ruisseau qu'on a ici, le ruisseau du vivier. Et puis certainement que la ferrière, elle était un petit peu plus loin on a une route là au-dessus, et puis on a un talus puis une route. Donc elle était certainement adossée au talus. En général, on essayait de fabriquer justement ces fours contre des talus parce que ça permettait de les solidifier et puis aussi de pouvoir les charger facilement par le haut, par la cheminée. Et donc elle était certainement un petit peu plus loin. De toute façon, il ne l'aurait pas installée ici parce qu'on n'a pas assez de courant. Donc il utilisait certainement la pente là-bas pour faire actionner ses roues à aube. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il a construit cette ferrière sur le site d'une ancienne scierie hydraulique. Donc une scierie qui était exploitée au début du XVe siècle, donc une scierie très ancienne. Et puis à ce moment-là, Valorbe fait partie du prieuré de Romain-Motier. Donc ça veut dire que c'est le prieur de Romain-Motier qui est le grand chef ici. Et donc le prieur de Romain-Motier accorde une concession à ce Christin Bressam. Une concession, ça veut dire qu'il lui donne le droit d'exploiter cet endroit. Donc si on veut, c'est pas comme on a deux types de fonctionnement. Soit c'est une concession qu'on accorde, soit c'est une ammodiation. Une ammodiation, ça veut dire qu'on a une usine ici qui appartient au prieuré de Romain-Motier et que le prieuré de Romain-Motier la loue à quelqu'un. Tandis qu'une concession, c'est qu'il loue l'emplacement. D'accord ? Donc ça veut dire que Christin Bressam, il est venu construire ici une ferrière par ses propres moyens qui lui appartient, et il avait droit d'exploiter l'endroit pendant 29 ans. C'est une concession de 29 ans. Dans la concession, il y a donc le droit d'exploiter une ferrière, il y a une parcelle de pré qui est comprise dedans, il y a également une scie, le droit d'installer une scie, le droit d'installer un battoir et le droit d'installer une meule. Mais pour vous donner une petite idée, ça fait plus de 700 ans qu'on utilise la rivière à cet endroit-là pour faire de l'énergie. Donc on est par ici dans la zone la plus ancienne du point de vue de l'industrie valorbière, des industries valorbières. Et puis la centrale ici, elle a été construite à partir de 1901. Elle a été exploitée à partir de 1903 par ce qui était à l'époque la toute nouvelle compagnie vaudoise des forces motrices des lacs de Joux et de l'Orne. C'était à ce moment-là la première usine de cette compagnie. Cette compagnie, par la suite, elle a fusionné pour devenir la CV, la compagnie vaudoise d'électricité. Et puis ensuite, la Romande Énergie, qu'on connaît bien, et puis qui exploite encore l'usine aujourd'hui. Donc en fait, l'eau,
elle vient des lacs de Joux et du lac Brenet. Donc, au lac Brenet, elle est canalisée, et puis elle arrive près des Alouettes. Et puis à partir de cet endroit-là, là on voit la conduite portue qui remonte. Hein. Elle remonte après légèrement déviée tout droit jusqu'au près des Alouettes, c'est vers le Mont d'Orser. Là il y a une chute, c'est une idée combien elle fait la chute Je pense à 80 mètres, 85 mètres. C'est une chute assez importante qui permet de produire. À l'époque de la création de l'usine, elle fournissait jusqu'à 200 communes de la région. C'était une usine importante. Maintenant, j'imagine que d'autres usines ont pris le relais. Mais pour juste le petit clin d'œil, pour vous dire que ça fait plus de 700 ans qu'on utilise l'énergie de l'eau à cet endroit-là. Et ici, on est donc sur le site de La Dernier, qui est la plus ancienne ferrière de Valorbe. Donc la première trace du site, c'est 1285. Donc ça fait plus de 700 ans que cette ferrière a été créée ici. Et puis le premier à avoir eu l'idée d'installer quelque chose ici, c'est un certain Dom Gaufridius, qui était en fait le prieur de Romain Mottier. Et ce Dom Gaufridius avait des affinités avec l'industrie, puisqu'il a décidé, pendant son court mandat, entre 1283 et 1285, de construire une scie hydraulique et une ferrière à Valorbe. Et on est ici tout près de l'emplacement de la première ferrière, qui était certainement installée un petit peu plus loin qu'on s'est vu ici. Et on est actuellement sur le crassier de cette ferrière qui a été exploitée pendant plusieurs siècles. Donc, tout ce que vous avez là, c'est de la scorie. On verra tout à l'heure, on va juste faire le tour, passer par derrière, et vous verrez que vraiment, on est posé sur un énorme tas de scorie. Et donc cette ferrière, elle est donc construite par le couvent, par le prieuré de Romain Mottier, et puis ils vont décider petit à petit de l'ammodier. Donc ils vont décider de la louer à d'autres personnes qui vont l'exploiter. En 1486, c'est Claude de Francfort. Donc les Francfort sont une très ancienne famille de forgerons valorbiers. Son surnom c'était Matet, à ce Claude de Francfort. Ils étaient tellement nombreux à un moment donné qu'on était obligé de donner des surnoms. Donc les Claude de Francfort, il faut s'imaginer qu'à ce moment-là, il y en avait peut-être 3 à Valorbe. Donc celui-ci, on le surnommait Matet. Et puis c'est aussi surnom, petit à petit, ils ont donné naissance à d'autres familles, d'autres noms de familles qu'on peut connaître encore aujourd'hui. Donc ce Matet, il a loué au prieuré de Romain Mottier la ferrière de La Dernier pour une durée de 29 ans. On retrouve cette durée de 29 ans qu'on avait tout à l'heure. La ferrière, elle occupe presque 5 hectares ici, donc il y a du terrain, il y a la ferrière en elle-même, il y a certainement sa maison, quelques places, etc. Donc il vit certainement ici. Et ce Matet, il a l'autorisation de poser une nasse dans le ruisseau, donc il n'utilise pas directement l'orbe, il utilise un petit ruisseau à côté. Et pour avoir le droit d'exploiter la ferrière et de mettre une nasse dans le ruisseau, il paye une location annuelle de 17 florins. Donc on voit que c'est avant la ferrière du Vivier, c'était 1 florin par année. Par contre, l'usine est déjà créée ici, donc c'est normal que ce soit plus cher, mais quand même, hein, alors qu'au Vivier on est 200 ans plus tard, ça fait une sacrée différence de prix. Donc ici on a des siècles de scories qui se sont entassés, et puis qu'on crée vraiment ce petit renflement ici. Exactement. Donc là de nouveau, je pense que c'est bien que tout le monde puisse connaître cette histoire, qu'on puisse être témoin de tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, quand on est au courant de cette histoire, on doit aussi être quelque part les garants de tout ça. Et puis c'est pour ça aussi que je vous demande de ne pas ramasser et de laisser ça ici. Et puis si vous le montrez à d'autres personnes, ce qui serait très positif, justement de les sensibiliser également à laisser les choses là où elles sont pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis ici on en a un qui mentionne l'affinerie de Cugillon. Alors l'affinerie de Cugillon, elle est un petit peu particulière parce que c'était le site le plus éloigné de Valorbe déjà. Donc c'était une affinerie, hein, comme son nom l'indique. Donc on ne fabriquait pas du fer ici, mais on transformait de la fonte en acier.
Et puis cette affinerie de Cugillon, elle a été construite en 1681. Alors je vais juste reprendre mes petites notes pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà. Alors à l'origine de cette affinerie, c'est la famille Vallotton qu'on retrouve. Et puis on a toute une histoire qui est liée à cette affinerie, c'est la légende de Donat, que je vous raconterai tout à l'heure. Et puis, donc 1681, la famille Vallotton s'installe ici. Et puis par la suite, c'est Moïse Favre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui était au Moutier, qui va reprendre l'affinerie ici. Et donc lui, à ce moment-là, l'affinerie, elle comprend une fournaise, un martinet. On a aussi des engins qui sont actionnés par 4 roues à aube. Et puis là, ils utilisent le petit canal qu'on a ici. En fait, c'était le canal usinier de Cugillon. Donc c'était ce canal-là qui monte plus haut, qu'ils utilisaient pour actionner les roues à aube. Et puis Moïse Favre, en 1687, un peu après avoir repris l'usine, ben voilà, il trouve que c'est trop risqué, il a peur des incendies, et puis il se dit non, moi, cette affinerie, je veux la rapprocher. Donc en 1689, il demande sa mutation au Moutier, ce qu'il obtient. Et donc moi, je vous parlais tout à l'heure de cette histoire du forgeron Donat. Donc cette histoire, c'est un des contes qui sont liés à l'histoire de Vallorbe et puis à l'histoire du fer notamment. Donc c'est un conte qui a été écrit par monsieur Philippe Cyrus Bridel, qui était un fameux pasteur de Montreux, qui a vécu entre 1757 et 1845. Et puis il avait récupéré pas mal d'histoires locales de différents endroits. Et donc lui, il a décidé d'écrire l'histoire du forgeron Donat. Donc on se remet dans l'ambiance, hein, on est en 1681 environ. On a l'affinerie de Cugillon ici, on a quelques ouvriers qui travaillent là, la grotte aux Fées juste en dessus, puis les grottes de Vallorbe par là-bas. Et puis parmi les ouvriers des forges d'ici, on avait un forgeron qui s'appelait Donat. C'était un jeune forgeron qui avait environ 18 ans, beau forgeron, robuste et un peu téméraire. Et puis ce forgeron, il était aussi réputé pour être plein d'orgueil, il racontait pas mal de bêtises, voilà, des défauts peut-être un peu liés à son âge également. Et puis, donc il avait cette réputation-là. Il n'était pas toujours cru parce qu'il racontait pas mal d'histoires à ses collègues. Et puis justement, donc il était installé à Cugillon. Et à Cugillon, juste en dessus, on a la grotte aux Fées, donc une grande caverne. Et puis cette caverne, personne n'osait y entrer parce qu'on disait qu'elle était habitée par des fées. D'où le nom de la grotte aux Fées, bien sûr. Et donc ces fées, elles étaient réputées pour ne pas laisser pénétrer impunément les personnes dans leur demeure souterraine. Mais on les voyait quand même de temps en temps. Notamment, il y avait une fée qui se faisait voir chaque dimanche des rameaux. Et puis, elle menait à ce moment-là soit une chèvre blanche, si l'année allait être bonne au niveau des moissons, soit une chèvre noire, et puis là, c'était mauvais signe, signe de disette, de famine. Donc, on avait cette fée-là, et puis on en voyait également une autre, ou peut-être que c'était la même, on ne sait pas vraiment, qui venait pendant l'été se baigner à minuit dans le bassin des sources ici, et puis elle était accompagnée de 2 loups, et puis ces 2 loups, ils écartaient tous les visiteurs impromptus qui auraient voulu venir voir les fées se baigner. Et puis en hiver, lorsqu'il faisait froid et puis que les ouvriers s'étaient retirés, eh bien les fées, elles entraient dans les forges de Cugillon ici pour venir se réchauffer auprès du feu. Et puis il y avait un coq qui les accompagnait, et puis qui annonçait par son chant l'arrivée des forgerons 1 heure à l'avance pour que les fées puissent s'échapper discrètement avant leur retour. Et donc dans la région, tout le monde était d'accord pour dire que ces fées, elles étaient belles, elles étaient grandes, elles avaient une longue chevelure, une belle voix, un peu comme on imagine les fées bien sûr. Et puis elles avaient toujours un habillement, c'était une grande robe qui cachait leurs pieds. Donat, lui, il avait entendu parler de ces fées, il en avait peut-être aperçu l'une ou l'autre qui se baignait ou pendant le dimanche des rameaux. Et puis il était curieux, alors il a décidé un jour de pénétrer dans la caverne, dans la grotte aux Fées. Et donc un dimanche matin, sans dire à personne où est-ce qu'il allait,
il est monté dans les rochers pour rejoindre la grotte. Et puis dans la caverne, il a découvert une petite faille assez étroite dans laquelle il s'est glissé. Et puis, parvenant à se glisser à travers cette fente, il s'est retrouvé dans une petite pièce. Et là, dans cette petite pièce, il y avait un lit de fougère dans un coin. Et puis lui, il était un peu fatigué par son périple, par être monté à travers comme ça les rochers. Et donc il a décidé de se reposer un moment dans ce lit de fougère. Et voilà qu'il s'y est endormi. Et donc, lors de son réveil, donc il ouvre doucement les yeux, et puis là, il voit que quelqu'un l'observe. Il voit qu'il y a une belle grande dame à côté de lui, et puis que c'est justement une des fées qui l'a repéré, qui est en train de l'observer dormir. Et puis la fée, faut dire qu'elle n'est pas insensible au charme de ce jeune forgeron. Donc elle le reçoit assez bien. Elle avait pu observer Donat pendant son sommeil, et puis elle décide de lui tendre la main, et puis elle lui dit Donat, tu me plais. Est-ce que tu veux rester avec moi? Je te rendrai heureux pendant un siècle. Je te donnerai la connaissance des métaux précieux, des herbes qui rendent la santé, et de plusieurs secrets mystérieux. Tu seras reçu dans la compagnie de mes sœurs des grottes de Moncheron qui bientôt partageront avec moi le soin de t'instruire, de t'amuser et de te dédommager de ce que tu laisses sur terre. Puis bon, Donat, un peu impressionné, oui, bien sûr, il accepte la proposition avec reconnaissance, mais la fée, elle met à ce moment-là une condition. C'est qu'elle se laisse voir uniquement quand elle le souhaite. On va juste laisser passer ces messieurs. Bonjour. Et puis que lorsqu'elle se retire dans une autre partie de la grotte, surtout Donat ne doit pas la suivre. Donc à cette condition-là seulement, il peut rester avec elle. Et s'il est de bonne compagnie, s'il se comporte bien, chaque jour, elle remplira 2 bourses pour Donat. Donc chaque jour, elle lui donnera une pièce d'or et une perle. Donc chaque jour qu'il est d'une bonne compagnie, il reçoit un petit peu une sorte de petit cadeau. Donc Donat, enchanté de cette promesse, pendant 15 jours, il reste avec la fée, il reçoit chaque jour la perle, la pièce. Et puis, lorsqu'on entendait la cloche de midi sonner, il y avait un petit caveau qui s'ouvrait où il allait manger avec la fée. Ils étaient servis à ce moment-là par des domestiques invisibles qui leur amenaient des mets délicats, des truites de l'Orbe, chevreuil du Jura, du gibier de Petra Félix, de la crème de la dent de Gaulion, du miel de l'abeille, etc., etc. Et donc Donat, il vit assez bien dans cette grotte. Et puis quelquefois, il voit la fée qui vient vers lui pour l'amuser, lui raconter des histoires et lui apprendre des choses. Et puis arrive un moment où Donat, il se lasse de tout ça. Il en a quand même marre, il est toujours enfermé avec cette fée. Et finalement, il commence à trouver le temps long. Et puis, il imagine cette grotte, il imagine la fée qui s'engouffre dans d'autres cavernes secrètes. Et puis, ça lui donne furieusement envie d'y aller. Et un jour, finalement, il s'engage furtivement dans un lieu qui lui est interdit. Donc c'est le 16e jour. La fée, elle avait été encore plus gentille qu'à l'ordinaire. Et puis, à un moment donné, elle va se cacher dans une autre caverne. Et puis, Donat attend un moment, il pense qu'elle est endormie. Il s'approche doucement, il entre dans la caverne. Et puis, à ce moment-là, il vit la fée qui dort sur un beau lit de velours. Et puis, il la regarde dormir. Et il remarque que la longue robe de la fée était un petit peu relevée. Et à ce moment-là, il voit que, en fait, ses pieds, ce sont comme des pattes d'oie. Donc il découvre ça, un peu surpris, et puis un peu étonné, il se décide de partir doucement. Mais à ce moment-là, il y a une des levrettes, une des petites chiennes de la fée qui l'entend, et puis qui commence à japper. Et puis bien sûr, la fée se réveille, et la fée lui dit « Arrête malheureux, j'étais contente de toi jusqu'à ce moment. Et puis à la fin de ce premier mois d'épreuve, je voulais te prendre pour mon époux et partager avec toi ma puissance, mes secrets, mes richesses. Et puis pars incessamment, retourne à la suie de ta forge. Comme je ne reprends pas ce que j'ai donné, emporte tes 2 bourses, oublie tout ce que tu as vu et entendu dans ma grotte. Et si jamais tu le révèles à qui que ce soit, ton châtiment suivra de près. »
Alors bon, la dame, elle disparaît. Tout d'un coup, la grotte, elle s'éteint et Donat, il reste tout seul caché dans cette grotte. Et finalement, Coppenot, il décide de partir. Et puis à ce moment-là, lorsqu'il quitte la grotte, il entend une voix silencieuse qui lui dit « Donat, silence ou punition ». Alors bon, Donat, il retourne à ses forges. Et puis là, on s'était un peu demandé ce qu'il était devenu. On lui demande ce qu'il avait fait pendant tout ce temps. Et puis lui, Donat, il leur dit « Mais vous ne croyez pas, mais moi je vais vous montrer. Elle m'a donné une bourse pleine de pièces d'or, une autre pleine de perles que j'ai pu prendre avec moi. Et puis je vais vous montrer, je vais vous montrer la preuve de ce qui m'est arrivé. » Et puis à ce moment-là, il ouvre ces deux bourses, il les déverse sur une table en bois. Et puis surprise, les pièces d'or ont disparu, elles se sont transformées en feuilles d'alisier. Et puis les perles également, elles ont disparu, et à la place on n'a que des baies de genévrier. Alors bien sûr, tous les autres forgerons se moquent de lui. Donat, honteux et désespéré, il décide de quitter la région. Et puis on n'a plus jamais entendu parler de Donat. Et puis la fée, voyant sa demeure découverte et puis son secret divulgué, elle a cherché une autre demeure, elle est partie depuis ce jour-là. Mais malgré tout, le nom de la grotte est resté. Et c'est depuis là qu'on l'appelle la grotte aux fées, comme on l'appelle aujourd'hui.